Bon. Je ne sais pas si tout le monde est rentré de la pause, mais voilà, comme ça va faire venir les derniers. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Sylvie Tissot. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Donc, Sylvie, tu es ingénieure informatique. Tu as fait Paris Sud Télécom. Tu as été développeuse informatique au démarrage. D'ailleurs, je me souviens qu'on se connaît depuis une trentaine d'années. On a fait un programme au début de ma vie entrepreneuriale. C'était un truc qui tournait à base de macro Excel qui tournait toute la nuit. Et puis, on ne savait pas ce qui se passait. C'est une espèce de boîte noire, mais le lendemain matin, on arrivait et le résultat était là, ça avait marché. On avait généré nos index de 15 000 mots-clés, enfin des trucs un peu fous. Et puis bon, tu t'es toujours beaucoup intéressé à la science, toutes ses formes, en parallèle de ton activité, beaucoup de lectures, d'études, de rencontres, etc. Tu as exploré beaucoup de thématiques très hype, comme les algorithmes, les crypto-monnaies, les EFT, l'IA et l'informatique quantique. Et c'est vrai que j'avais assisté à une de tes présentations aux Arts et Métiers il y a à peu près 2 ans avec mon fils. Et on avait été assez fascinés. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes aussi, dont l'entrepreneur du réseau Melsion. Et que moi, ça me ferait pas de mal d'avoir une petite piqûre de rappel sur ces notions auxquelles j'avoue que j'ai toujours pas tout compris. Ouais, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut projeter l'écran. Voilà. Donc, effectivement, mon intervention va porter sur ce qu'on appelle le calcul quantique. Selon une loi empirique très connue en informatique qui s'appelle la loi de Moore, les composants électroniques des ordinateurs diminuent de taille de à peu près la moitié tous les 18 mois. Dans les années 70, les ordinateurs comptaient 1 millier à peu près de petits composants qui s'appellent des transistors, et nos smartphones, là, en comptent plusieurs dizaines de milliards, qui sont 10 fois plus petits que certains virus. Donc, voilà. Autrement dit, dans quelques temps, on en sera à la taille des particules élémentaires, et à cette échelle, à l'échelle de l'infiniment petit, la matière ne se comporte pas comme à notre échelle, et donc il va peut-être falloir changer de paradigme. Alors, dès lors qu'on s'intéresse, on essaie de comprendre ce qui se passe au niveau des phénomènes quantiques en général, on tombe très vite sur des articles truffés d'adjectifs, d'expressions qui témoignent de la difficulté de les appréhender. Là, ce que vous voyez, là, le nuage de mots est tiré d'une 50aine d'articles très grand public sur le sujet. Et de fait, ça relève d'un domaine scientifique très abstrait. On y manipule beaucoup de formules mathématiques, et il semblerait qu'il soit impossible de trouver des représentations tangibles qui, à la fois, respectent le formalisme scientifique et ne mènent pas à des biais d'interprétation. Et c'est ce qu'on résume par cette injonction que certains prêtent au physicien Feynman: tais-toi et calcule. Alors, le problème, c'est que ça pose au moins 2 questions. La première, c'est: est-ce qu'on peut faire de l'ingénierie et implémenter des fonctionnalités sans avoir de représentation de ce qui se passe? La deuxième question, c'est: est-ce que, sous prétexte qu'il n'existe pas de métaphore d'objets existants qui permettent de décrire les phénomènes quantiques, est-ce que pour autant, on ne peut pas en inventer pour décrire les notions manipulées? Et c'est l'objet de la réponse à cette question est l'objet de 2 projets de vulgarisation. L'un qui s'appelle Quantum Show, que je porte depuis quelques années, et l'autre qui s'appelle QBobs, qui est imaginé par la chercheuse Sophie Laplante de l'Institut de recherche en informatique fondamentale, et dans lequel je suis également partie prenante, et je vais vous montrer certains objets QBobs tout à l'heure. Alors, quand on veut aborder le calcul quantique, il faut déjà connaître les éléments de base de la mécanique quantique.
Je vais vous en parler là. Le premier, c'est la dualité onde-particule. À l'échelle de l'infiniment petit, la matière se comporte à la fois comme une particule, qui a une position dans l'espace, et comme une onde. L'onde, c'est par exemple la déformation de la surface de l'eau quand vous jetez un caillou dans une mare, par exemple. Voilà, c'est une onde qui se propage. Et cette dualité va être très intéressante dans le cas du calcul quantique. La deuxième notion à savoir, c'est que la matière est dans plusieurs états à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, une particule de lumière peut être à plusieurs positions à la fois, ou à des niveaux d'énergie, plusieurs niveaux d'énergie à la fois. Sauf que ces états-là, on ne peut pas y avoir accès. Si on veut connaître dans quel état est la matière, il faut observer, mesurer. Et le problème, c'est que quand on observe, ça détruit l'état de superposition et on obtient juste un état avec une certaine probabilité. Donc si la particule était 75% là et 25% là, quand on mesure, à 75%, on trouvera telle position et à 25%, telle autre. Et pour corser le tout, quand les pourcentages là, de répartition des états dépendent de la manière dont on observe. Voilà. Alors, comment on peut utiliser ça dans le calcul quantique ? Il faut savoir qu'en informatique classique, la théorie de l'information repose sur deux valeurs, le 0 et le 1. On appelle ça un bit. Et donc, en calcul quantique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre comme unité de traitement d'information un qubit, quantum bit, et qui sera une superposition de 0 et de 1. Alors, je vais illustrer un petit peu comment ça se passe avec une petite expérience de réalité augmentée. Voilà. Donc là, regardez, vous voyez, j'ai mon petit tag là, et vous voyez des formes là qui se matérialisent avec plus ou moins d'opacité. Voilà. Donc là, ce que je vous représente, c'est un qubit avec deux états. Le 0 est représenté par du bleu, le 1 est représenté par du rouge, du orange. Et le petit trait que vous voyez là, c'est un nombre complexe. Bref, c'est un objet mathématique qui représente l'amplitude de l'état. Et donc, vous voyez que selon la manière dont j'oriente mon tag, je fais évoluer cette proportion. Et donc, si je mesure ici, j'aurai du 1, puisque j'ai 100% à peu près de chance d'avoir du 1. Si je mesure là, j'aurai du 0, parce que j'ai 100% de chance d'avoir 0. Et si là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une superposition de deux états à peu près équivalente. Donc là, j'ai soit 1 ou soit 0. Donc ça, c'est la représentation du projet Quantum Show. Je vais vous montrer la représentation du projet QBobs, où là, on représente plutôt les probabilités d'obtenir une valeur. Donc, c'est la même chose. Là, soit 0, là, 1, et là, là par exemple, j'ai 75% de chance de mesurer du 0 et 25% de mesurer du 1. Bon. Alors, à quoi ça peut bien servir une chose pareille ? La première application qui a été imaginée, c'était de sécuriser des communications. On appelle ça la cryptographie quantique. Je vous explique le principe. Imaginons que deux protagonistes, l'un envoie un message et l'autre reçoit. Donc, dans la théorie de la communication, ils s'appellent Alice et Bob. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Voilà. Donc, Alice et Bob, avant de s'envoyer des qubits, ils conviennent qu'ils tiendront toujours ils se mettront toujours dans cette position-là. Et après, là, dans mon exemple, Alice envoie un 0. Donc, Bob, quand il reçoit 0 avec 100% de chance. Mais l'espionne qui est Ève, elle ne sait pas dans quelle position il faut mesurer. Et donc, imaginons qu'elle soit là et qu'elle mesure. Voilà, elle fait une mesure, ça détruit l'état de superposition, mais comme elle sait que ce sont des qubits, elle va le remettre en état de superposition et elle va l'envoyer à Bob. Mais Bob, quand il va recevoir ça, il a plus 100% de chance d'avoir 0, il a 50% de chance d'avoir 0 et 50% de chance d'avoir 1. Donc, résultat des courses.
non seulement Ève, elle essaie d'espionner, mais elle n'a pas les bons résultats, mais en plus, ça se voit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y aura une incohérence dans les messages reçus par Bob, en supposant que le canal de communication est parfait, et donc il verra qu'il a été espionné, et on change de braquet. Voilà. Donc c'est le principe de sécurisation de cryptographie quantique. Maintenant, le calcul proprement dit, comment ça marche? Alors, un algorithme quantique, et le principe est le suivant. On prend des qubits à 0, 100% de chance d'avoir 0. On les met en état de superposition, donc du 0 et du 1. Et là, on va exploiter la caractéristique ondulatoire de la matière. Et le but du jeu est le suivant. On va mener des calculs sur tous les états des qubits. Les états vont interférer, puisque une onde, quand vous jetez un caillou dans une mare et un autre à côté, vous voyez, il y a des interférences entre les déformations de la surface. Et bien là, c'est la même chose. Et ce qui va se passer, c'est que si on est astucieux, on va faire en sorte que les mauvais résultats vont s'annuler, les ondes vont s'annuler, un peu comme les casques anti-bruit, où on prend l'onde du signal extérieur, on en crée une déphasée intérieure, et du coup, ça s'annule. Et donc, les mauvais résultats s'annulent, et le bon résultat, la solution, elle s'amplifie, elle émerge, ce qui fait que quand on mesure, on a quasiment 100% de chance d'avoir le bon résultat. Et là où c'est intéressant, c'est que des calculs en calcul classique, si on devait mener plein de calculs et ensuite regarder le résultat, il faudrait des jours et des jours. Là où, avec le calcul quantique, en quelques secondes, on a le résultat. Alors, je vous montre une application, enfin bon, peu importe l'aspect de ce graphe. Il est tiré d'une expérimentation qui a eu lieu en 2018 à Bangkok, où Toyota et Denso ont essayé de fluidifier le transport, le trafic de 15 000 véhicules. Et là, ce qu'on voit, c'est que, selon la théorie, à partir de 10 véhicules, déjà, le calcul quantique commence à être équivalent au calcul classique, donne à peu près les résultats dans un temps équivalent. Mais dès qu'on arrive à 30 véhicules, là, en classique, ça prend un temps infini, le temps est exponentiel, parce que c'est recherche, ça relève de la recherche opérationnelle, enfin bref, de calculs qui sont très complexes, alors qu'avec un ordinateur quantique, on arrive à des résultats dans un temps acceptable. Et donc ça, c'est un type d'application, mais il y a d'autres applications sur la simulation de la matière, sur le repliement des protéines, par exemple. Ce sont des problèmes très, très difficiles à résoudre, mais avec le calculateur quantique, on pourrait les résoudre plus facilement. Alors, si on revient aux éléments de base du calcul quantique, les opérations mathématiques, là, voilà, ça, c'est une image de quelques objets de QBOB, du projet QBOBS, où on dispose de tout un arsenal de petits objets en papier, mécanique, etc. Par exemple, pour représenter une notion qui s'appelle l'intrication des particules, le fait que deux particules partagent le même état, et ben on représente ça avec des engrenages, des élastiques. Là, vous voyez, là, c'est l'équivalent papier de l'expérience de réalité augmentée que je vous ai montré. On peut animer des ateliers sur la communication quantique avec des petites enveloppes comme ça. La mesure sont des petites fenêtres qui permettent d'ouvrir. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de représenter, on respecte les opérations mathématiques, mais on essaie de trouver des objets tangibles pour pouvoir en discuter et voir ce qui se passe. Alors, tant qu'on en est dans les questions de matérialisation, là, c'est comment se présentent les ordinateurs quantiques actuels. Là, c'est un des exemples qui est tiré de IBM Q.
Et ce que vous voyez à droite, c'est l'aspect emblématique de quand vous cherchez calculateur quantique. Vous voyez, c'est ce type de structure qui apparaît, sachant qu'il y a plusieurs étages et chaque étage correspond à un niveau de réfrigération. Pourquoi ? Parce que mettre une particule en état superposé, c'est pas, enfin, physiquement, c'est très compliqué à faire. Et donc, il faut que les particules interagissent entre elles, interfèrent entre elles, mais il ne faut surtout pas que ça interagisse avec l'environnement. Et plus la température est basse, plus on élimine les interactions possibles avec l'environnement. Et donc, il faut être au niveau quasiment du zéro absolu. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'un état superposé, et c'est très fugace. En fait, ça dure... enfin, il y a 3 ans, ça durait quelques millisecondes. Là, ça dure quelques secondes. Là. Et donc, en termes d'ingénierie, c'est très compliqué de fabriquer des ordinateurs. IBM, il en a une vingtaine dans le monde de ces machines-là. Et il y a d'autres formes aussi de machines, mais celle-là, c'est la plus emblématique. Et elle est tellement caractéristique qu'elle commence à inspirer des artistes comme ce sculpteur qui s'appelle Xavier Antin et qui fait le parallèle entre la structure des ordinateurs quantiques et des nids d'oiseaux tisserins fabriqués avec du fil de cuivre. Alors maintenant, je vais aborder une question philosophique liée au calcul quantique. En informatique classique, le 0 et le 1 représentent du faux et du vrai. Qu'est-ce que ça peut bien représenter qu'une superposition de faux et de vrai en informatique quantique ? Pour pouvoir répondre à cette question, on peut se référer à l'ouvrage fondateur de l'informatique classique, qui est Les lois de la pensée, écrit en 1854 par Georges Boole. Et dans ce livre figure l'explication de pourquoi on associe 0 et 1 à des valeurs de vérité. C'est passionnant. Bon, on n'a pas le temps ici d'en parler, mais voilà. Et Boole lui-même, dans une petite note, il évoque le fait qu'il pourrait y avoir des propositions dont la valeur des propositions logiques dont la valeur de vérité serait pas toujours 0, pas toujours 1, selon la manière dont on l'évalue. Mais il ne précise pas lesquelles. Un candidat potentiel et qui pourrait répondre à ça, c'est le paradoxe du menteur. Pourquoi ? Parce que si je délie la vérité et je dis que je mens, alors ce que je dis est faux. Mais si c'est faux, il ne faut pas croire que je dis que je mens, et donc je dis la vérité. Voilà, selon la manière dont on évalue la valeur de vérité de cette proposition-là, on aboutit un coup sur vrai, un coup sur faux. Imaginons qu'il y ait 2 menteurs. Vous, par exemple, enfin, c'est juste pour l'exemple, hein, je ne me permettrai jamais de dire... voilà. Donc, imaginons que chacun de nous dise de l'autre qui ment, on est pareil que pour un menteur. Mais si je dis qu'il ment, mais que lui dit que je dis la vérité, alors là, ça change tout, parce que à la première évaluation, je continue de dire la vérité alors qu'il ment. La deuxième évaluation, il ment toujours et moi je mens, etc. Voilà. Je vous laisse imaginer si tout le monde ici là, commence à dire de chacun qui ment, qui dit la vérité, etc. Là, ça commence à devenir impossible à maîtriser d'un point de vue cognitif. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est impossible de maîtriser le déroulement logique qu'on ne peut pas se le représenter. Parce que on sent qu'il y a une espèce de cycle qui émerge. Et donc, si on représente ça de manière graphique et pas textuelle, alors là, on arrive à des choses comme ça. Là, je vous montre avec 5 menteurs. Chaque menteur est représenté par une couleur. Les différents cas possibles, c'est les différents cas. Lui, il dit ment. Ah ben non, lui, il dit qu'il dit la vérité, etc. Et on répartit des points sur le cercle qui correspondent au moment où on va évaluer est-ce que le menteur dit vrai ou il dit faux. Et on voit apparaître des motifs, des structures algébriques d'un objet mathématique qui s'appelle des groupes cycliques. Et cet objet mathématique-là est extrêmement utilisé en calcul quantique, notamment pour faire converger des solutions là, et calculer des périodes, par exemple. Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce de parenté entre cette notion de vrai et de faux qui
qui se répartit de manière cyclique, et le calcul quantique. Cette forme mathématique, on ne la trouve pas que dans le calcul quantique. Par exemple, là, c'est dans un article écrit par deux musicologues, Moreno Andreatta et Carlos Sagon. Ils ont étudié la musique de Stockhausen et ils ont représenté ça sous forme de symétrie, de rotation, etc. On retrouve mes menteurs là. Et donc, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Si on l'entend bien. Bon, bref. Si vous allez sur le site Quantum Show, vous aurez une version des menteurs musicale qui reprend un peu la structure des Klavierstücke de Stockhausen. Et l'autre chose, c'est que dans le projet Cubobs, il y a un compositeur qui travaille sur l'illustration musicale de ce que pourraient être les opérations sur les qubits, les interférences, etc. Le projet Cubobs, il y a tous les objets là que j'ai montrés, ils ont été conçus par une designer qui s'appelle Lou Vétier. Voilà. Et je vais finir là-dessus. C'est une œuvre que j'ai co-conçue avec l'artiste Samuel Bianchini et qui s'intitule « In Realities, I am a Bugged Program ». Et c'est la version numérique du paradoxe du menteur. Pourquoi ? Parce que si un programme bug alors qu'on lui a demandé de bugger, alors il fait ce qu'on lui a dit, donc il ne bug pas. Mais s'il ne bug pas alors qu'on lui a dit de bugger, alors il bug. Donc voilà. Donc ce qu'on essaie de montrer, c'est que la manière d'aborder un tel paradoxe dépend du niveau de langage dans lequel on se situe. Et cette stratification langagière, elle est matérialisée par différents écrans. Donc l'écran du haut, c'est un écran qui, avec la phrase « I am a bugged program », et dont chaque lettre s'écrit ou ne s'écrit pas au cours du temps. L'écran en dessous, c'est le programme qui tente d'écrire sur l'écran du haut et qui s'auto-évalue à chaque cycle. S'il s'auto-évalue avec une valeur 0, il n'écrit pas. S'il s'auto-évalue avec une valeur 1, il s'écrit. Le troisième écran, c'est le même script, mais avec du 0 et du 1. Et le dernier, c'est, enfin là, on ne le voit pas bien sur la photo, mais ça représente un qubit en état de superposition. Et donc, quand le programme s'auto-évalue, il va projeter sur une des valeurs. S'il tombe sur 0, eh ben, il n'écrit pas la lettre. S'il tombe sur 1, il l'écrit. Et après, il remet en état de superposition le qubit. Et ainsi de suite, ad vitam. Et donc, on a une phrase qui tente de s'écrire, mais qui n'y arrive jamais, ce qui est le propre du paradoxe. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec une démarche très orientée art-science, on peut tenter, via de la technique, de la philosophie, du design, d'explorer un domaine qui est très abstrait, tel que le calcul quantique. Voilà, merci. Merci Sylvie. On peut imaginer qu'il y a une ou deux questions ou... Cubique. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question. Alors, ma question, c'est autour de ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est familier à ça, la géométrie sacrée. Parce que là, en fait, vous avez démontré par A plus B qu'on peut s'inspirer de formes mathématiques justement pour entrer dans une forme de transdisciplinarité. Je pense aussi que c'est familier avec ce thème-là. Et donc, ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que avoir accès à cette géométrie-là, sacrée ou pas, est-ce que c'est une porte d'entrée pour le monde de l'au-delà, puisque beaucoup de scientifiques, tout le monde n'est pas unanime, tous les scientifiques ne sont pas unanimes dessus, trouvent que le quantique, c'est en fait le monde métaphysique, ce monde
qu'on peut voir avec l'ayahuasca, etc., mais qu'il y a un lien très fort entre le quantique et ce monde-là. Est-ce que vous pensez que via cette géométrie-là que vous avez présentée, que je pense qu'est sacrée, est-ce qu'on peut justement avoir accès à cette infinie possibilité? Alors, je vais vous répondre dans l'autre sens. Ce qui a toujours posé problème dans le quantique, c'est l'interprétation de cet état superposé. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et le fameux Dieu ne joue pas au dé de Einstein est tiré de ça, etc. Bon. Dans les années 50, il y a un physicien qui s'appelait Everett qui a dit bon, les états superposés, comme on en voit les effets, ça veut dire qu'ils sont bien, ils existent bien. Sauf que dans notre monde, dans notre réalité, on n'en perçoit qu'une facette, mais qui a interagi, qui a interféré avec d'autres facettes. Donc ça signifie, dit Everett, qu'il y a d'autres réalités. Et donc on a ce qui s'appelle le multivers. À partir de ça, donc il n'a pas été trop pris au sérieux, mais un chercheur très important en calcul quantique qui s'appelle David Deutsch, et lui est persuadé que le multivers existe, et il s'est dit, puisque le multivers existe, je vais utiliser le multivers pour faire du calcul parallèle. Les mondes parallèles existent, donc voilà.